Alors, Nicolas, on disait que l'hyperbare n'est pas encore... Il y a de l'hyperbare qui est reconnu par Santé Canada, mais ce n'est pas tous les types de chambres hyperbares. Par contre, avant de parler de ça, j'aimerais ça que tu continues sur qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que tu as fait à partir de là quand tu as parlé aux médecins de la Louisiane, parce que je pense que vous avez transféré Arthur dans la clinique en Louisiane. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de voir s'il n'y avait pas un hôpital canadien qui pouvait accueillir Arthur. Okay. Un hôpital canadien où on aurait accès aux chambres hyperbares, qui est la seule méthode qui est la plus efficace pour une noyade, pour un adulte ou un enfant. Puis c'était un peu moins compliqué à Toronto. On avait peut-être trouvé un hôpital qui le ferait, mais on n'avait pas la certitude qui nous laisserait quitter l'hôpital pour aller faire les traitements. Puis on ne savait pas combien de temps Arthur allait être encore coincé parce que c'est une course contre la montre. Idéalement, il aurait dû être en chambre hyperbare dans les 48 premières heures de sa noyade. On était déjà rendu à 7 semaines. Fait que nous, on ne voulait pas aller faire un autre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois dans un hôpital sans avoir accès à la chambre hyperbare parce que chaque jour qui passe, c'est un jour où on rendait le rétablissement plus difficile et plus lent. Donc, on a contacté plein de gens et comme par hasard, un de mes clients, Jean-François Soulard, m'a mis en contact avec un Américain, Ford Graham, qui, sa famille contrôlait 2 chaînes d'hôpitaux en Louisiane. Et comme par hasard, des fois, il n'y a comme pas de hasard dans la vie. Ouais. Le prof de médecine, Paul G. Harsh, qui est spécialiste de la noyade et de l'hyperbare à l'Université d'État de la Louisiane, son bureau est à New Orleans, dans la ville de Nouvelle-Orléans. Et les 2 hôpitaux qu'on nous a proposés étaient à Nouvelle-Orléans. Donc, on a appelé les 2 unités de soins pédiatriques. Et il y a seulement un des 2 hôpitaux qui acceptait de nous prendre et de nous laisser aller faire l'hyperbare pendant qu'il était à l'unité des soins intensifs. Donc, après, il nous fallait trouver un vol d'avion médical avec un ou une médecin pédiatre spécialisé et des urgentologues, des gens des soins intensifs. On a trouvé tout ça avec une compagnie spécialisée. Ils sont venus à Montréal et l'équipe de médecins médicales de l'avion était comme par hasard des militaires américains. On les remercie beaucoup. C'était comme un film. Et nos 2 ambulanciers qui sont venus avec une ambulance prototype qui n'est pas encore sur le marché au Canada, c'était des militaires canadiens. Donc, Arthur a eu le droit à une escorte militaire en règle. Et les médecins, quand ils sont arrivés, c'est comme un film, c'est incroyable. Tu sais, c'est comme les films des Américains qui viennent nous sauver. Mais là, c'était la même chose parce que c'était des militaires médecins. Ils avaient déjà les plans de l'hôpital. Ils savaient exactement où ils s'en allaient. Ils sont rentrés. Ils ont pris le contrôle. Ils étaient accompagnés par deux gardes du corps, ambulanciers militaires canadiens avec toutes leurs écussons. C'était vraiment digne d'un film d'Hollywood. Et ils ont emmené Arthur à l'hôpital et à l'aéroport. Ça a été très bien. Ils ont pris le contrôle de l'unité des soins intensifs et les employés applaudissaient notre départ parce que le personnel n'était pas insensible. Et je pense qu'on a inspiré beaucoup de gens à l'unité des soins intensifs pédiatriques du Montreal Children. Et je vais vous donner une anecdote. Quand Arthur est arrivé à son jet privé, son avion ambulance avec son équipe médicale militaire, il y avait François Legault dans son jet privé qui voulait passer, mais comme la priorité, c'est... Puis comme il nous avait bloqués malgré, parce que j'étais intervenu auprès du ministre de la Santé du gouvernement de Legault qui ne m'avait jamais rappelé, d'autres personnels sous-ministres ne m'ont jamais rappelé. Donc, j'ai été conseiller d'un premier ministre, là, puis personne ne me rappelait, personne ne voulait nous aider au cabinet du premier ministre. Donc, mon avion militarisé américain a passé devant, puis a bloqué pour faire un pied-nez à M. Legault. Puis vous allez voir dans le log, dans les livres. Et ils ont bloqué l'avion, puis ils sont tous allés sortir pour aller à la toilette, puis ils ont bloqué volontairement pendant 25 minutes l'avion du premier ministre, juste pour lui faire un pied-de-nez. Et on a envoyé Arthur aux États-Unis. Bon. Arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui est arrivé là-bas, ce qui est vraiment incroyable, c'est que déjà dans l'avion, les médecins militaires, vraiment avec des CV longs comme le bras, ont évalué la condition d'Arthur. Ils avaient reçu une copie du dossier médical. Tout de suite, ils ont dit, mais l'Arthur, il va beaucoup mieux que ce qui est marqué dans le dossier médical. Déjà, là, ils sont habitués. Ils ont questionné déjà l'analyse médicale. Et là, quand on l'a amené à l'hôpital Ochsner, O-C-H-S-N-E-R, qui est affilié à
un des 5 hôpitaux les plus prestigieux aux États-Unis qui s'appelle MD Anderson. OK. Donc, qui est affilié à MD Anderson. L'unité des soins intensifs pour enfants pédiatriques a analysé Arthur, l'ont vu, regardé le dossier, on dit, mais l'enfant, il va beaucoup mieux que ce qui est décrit dans nos rapports, dans nos appels téléphoniques et dans nos emails. L'hôpital Montréal Children faisait tout pour décourager, c'est vraiment grave, faisait tout pour décourager qu'Arthur soit accepté ou admis dans un autre hôpital. Okay. Mais à cause de notre réseau politique, l'hôpital a dit non, on va le prendre quand même, vous comprenez? Okay. Donc, ils ont reçu un dossier caviardé de l'hôpital Montreal Children. Okay. Il y a plusieurs choses et plusieurs conditions qu'ils avaient dit qu'Arthur avait, qu'Arthur n'avait pas du tout. Donc, Arthur est en bien meilleures conditions. Okay. Et dès notre arrivée, ils ont appliqué les protocoles de noyade qu'on aurait dû appliquer 7 semaines plus tôt. Et Arthur il souffrait de dystonie à l'hôpital. Ici, la dystonie, c'est le contrôle involontaire, pour ceux qui nous écoutent, des muscles. Puis, eux, ils disaient que c'est à cause que son cerveau est endommagé. Les médecins là-bas ont dit, ben non, c'est parce qu'il était surdrogué. Trop de drogue sur le système nerveux central crée la dystonie ou les mouvements saccadés. Oui, c'est vrai que théoriquement, des dommages au cerveau peuvent causer ça. Mais si on avait fait l'utilisation, je vous épargne les détails, mais si on administre un patient qui fait la dystonie, on lui donne 1 heure par jour d'oxygène en supplément, même pas dans une chambre hyperbare à l'hôpital, là. Lui donner de l'oxygène. 1 heure à 30 % le matin, 1 heure à 30 % l'après-midi. Si on fait ça 3 à 4 jours, on peut stopper ou réduire énormément, plus que 50 % la dystonie. OK. Ça, donc, c'est les médecins... américains, ils l'ont fait tout de suite. Ils ont monté à 30 %. Ils connaissent ça. Ils l'ont appris. Et après une journée, ils faisaient même plus de dystonie quand il est arrivé, parce que même dans l'avion, ils l'ont fait. Vu qu'il avait perdu 7 semaines, ils l'ont monté à 30 % d'oxygène tout de suite dans l'avion, parce qu'ils avaient parlé à l'équipe médicale américaine qui connaissent ça. Qui ont dit de faire ça. En atterrissant, Arthur avait plus de dystonie. Ah bon? Alors que ça faisait 7 semaines qu'il le surdroguait pour arrêter la dystonie, mais c'est eux qui l'avaient créé en le surdroguant. On marche sur la tête. On surdrogue souvent, je ne veux pas généraliser, mais dans le cas d'Arthur, il a été surdrogué. OK. Dans le cas d'Arthur. Selon les médecins. 2 équipes médicales. Oui, 2 équipes médicales. Militaires, puis les médecins de l'hôpital Ochsner. C'est ça. Là, quand vous êtes arrivé à l'hôpital, il est resté là combien de temps, Arthur? Il est resté 3 semaines aux soins intensifs. OK. Il aurait pu rester 10 jours aux soins intensifs. Nous, on voulait valider, est-ce qu'on fait la trachéo ou pas, le trou dans le trou ici pour respirer. On va essayer d'enlever le tube encore, voir si son cartilage était abîmé. OK. Fait que là, il respirait bien, mais ça bloquait, t'entendais. Ah oui. Parce que le cartilage, il ne peut pas le bouger quand il est à moitié arraché. Fait que, on fait le trou, finalement, puis la trachéo, il faut qu'il garde quelques jours de plus pour être sûr que la trachéo, il n'y a pas d'infection, puis tout va bien. Okay. La trachéo, c'est le trou pour qu'il respire. Puis après 3 semaines, il sortait des soins intensifs. Puis il a été aux soins intensifs, je vous dirais, 10 jours de plus parce qu'il y avait trop de drogues à gérer. Vous ne savez pas, Lisa, comment c'est compliqué. 14 drogues, gérer les dosages, puis il devait réduire des drogues. Réduire pour lui enlever tout ça dans le système. Oui, ça nous a pris une année pour enlever toutes les drogues. Parce qu'il y a des drogues qu'on doit substituer par des drogues moins fortes parce qu'elles peuvent causer un infarctus ou de graves conséquences. Il était tellement drogué que les médecins, là, ils s'arrachaient, ils étaient avec la calculatrice devant moi. Il y avait 3 pharmacologues, les pharmaciens de l'hôpital, qui essayaient de calculer comment enlever les drogues d'Arthur. Et il est resté aux soins intensifs parce que dans l'unité plus basse, il aurait pu y aller physiquement, mais c'était trop de drogue pour l'équipe à gérer. C'était juste des maths. À ce moment-là, quand il était à l'urgence, aux soins intensifs, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu accès aux chambres hyperbares ou pas encore parce que, justement, on devait baisser tout ce qu'il y avait dans le système? On ne pouvait pas l'amener parce qu'il devait recevoir une drogue à chaque heure, à chaque 2 heures. C'était comme pas gérable, Lisa, même pour les médecins. Le plus gros défi d'Arthur, c'était de gérer les drogues. Les 14 médicaments. On n'a jamais vu ça, un enfant avec autant de drogues. Il s'est noyé, là. Pourquoi 14 drogues? C'est une noyade. C'est pas compliqué tant que ça. Et après 3 semaines, on l'a envoyé dans l'unité inférieure parce qu'on était passé déjà de 14 drogues, je pense, à 8 ou 9. 8 ou 9, je ne me souviens pas. Puis quand il est resté 2 semaines
dans une unité plus basse. Et là, puis ils nous ont formés aux États-Unis, ils forment les parents. Comment enlever le mucus, comment faire le massage cardiaque. Ça, je le savais, mais ils ont formé Mélissa. Ils nous aident avec tous les appareils, c'est obligatoire, comment fonctionnent les appareils et tout. Puis après, c'est le premier de l'histoire qui ont laissé sortir à tous les jours pour aller faire de l'hyperbare. OK. Ouais. Puis il a commencé son hyperbare comme... À la 4e semaine. 4e semaine qui était là. Donc, parce qu'on avait déjà enlevé 4 drogues très, très dures à gérer. Oui, donc ça faisait longtemps là, que la noyade était arrivée. Oui, exact. Mais l'hyperbare a stoppé la dégradation du cerveau. Il a recommencé à produire des cellules souches. Donc, ça l'a comme arrêté un état de dégradation. Et là, Arthur a commencé à s'améliorer à partir de là. Bien, il s'améliorait déjà parce qu'il y avait moins de drogue. Oui, c'est ça. Puis, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'hyperbare? Oui, l'hyperbare, ça existe, c'est quasiment aussi jeune que nous, ça a 130 ans d'existence. Et en fait, il y a 2 types. L'hyperbare, en règle générale, c'est on va dans un espace fermé, soit un tube ou un cylindre métallique, ou en plexiglas, et on augmente graduellement la pression atmosphérique. Et on peut ajouter ou non de l'oxygène. Même en utilisant l'air ambiant à 21 d'oxygène, même si on augmente, mettons, 1 ATA, c'est 1 atmosphère, c'est la pression normale. Normale qu'on a, nous. Si on va à 1,3 atmosphères, c'est 30 de plus, 1,3. Donc, c'est comme si vous étiez à 11 pieds sous l'eau environ. Et là, le 21 d'oxygène, avec l'effet de pondération de la pression, monte à 29 ou 30 ce qui est excellent pour la réparation du cerveau. Et c'est ce qu'il voulait faire justement avec Arthur au début, à défaut d'avoir une chambre hyperbare, monter à 30 d'oxygène 2 fois par jour. Donc, on monte l'oxygène. Dans certains cas, on peut monter avec jusqu'à 100 d'oxygène dans la machine, tout dépendant de la condition médicale physiologique de la personne qui doit y aller. Donc, Arthur a reçu à ce moment-là la chambre hyperbare, mais avec de l'oxygène aussi. Oui, mais ils sont allés graduellement avec le prof de médecine parce que chaque personne ne peut pas recevoir nécessairement la même pression puis la même quantité, puis c'est pas tout le monde qui y répond. Donc, il y a beaucoup qui répondent de la même façon. Ils vont par tâtonnement ou par essai et erreur. Et il était très, très suivi avec le prof de médecine. Et il ajustait son dosage, un peu plus d'oxygène, un peu moins, un peu plus de pression au moins. C'est ça. Là, c'est sûr, on parle des chambres hyperbares qu'on a ici aussi au Québec qui sont à haute pression. Il était dans une chambre à haute pression. Qui est plus que 1,5 ATA, là, je pense. Tu peux la moduler. Tu peux être à 1,2. Elle allait, celle-là, je pense qu'à 2,5 atmosphères. OK, parfait. Mais je pense pas qu'il est allé vraiment aussi haut que ça parce que c'est un des dommages neurologiques. Fait que tu peux pas monter trop haut parce que ce qui est prouvé, c'est que c'est autour de 1,5, 1,3 qui est vraiment l'idéal. C'est ça. Puis, et pourquoi qu'ici au Québec, Arthur n'a pas été autorisé à aller dans la chambre hyperbare à haute pression qu'on a ici au Québec, en tout cas 2 hôpitaux du Québec en ont, c'est que la noyade n'est pas reconnue par Santé Canada qui peut aider, que l'hyperbare peut aider au niveau de la noyade. C'est ça que j'ai compris. Oui, je pense que vous avez raison, mais à la limite, je pense que ce genre de constat ne doit même pas provenir de Santé Canada. Ce n'est pas à Santé Canada de déterminer pour toutes les provinces. Vous savez, quand vous lisez la Constitution, la médecine, c'est un champ de juridiction à 90 provincial. Et le corps des médecins, c'est à eux de déterminer selon eux. Selon moi, là, c'est un droit provincial. Quand on lit la Constitution, ce serait au Collège des médecins puis aux médecins de décider quelles sont les applications, pourquoi l'hyperbare est bonne. En Chine, c'est plus un État unitaire, si vous voulez. Puis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal. Mais en Chine, le gouvernement chinois a émis 60 conditions médicales où les chambres hyperbares doivent être utilisées. Au Québec, au Canada, je pense qu'il y en a 13 ou 14, ou 12. C'est très, très limité. Alors que, vous savez, c'est pas une théorie du complot, Lisa, c'est que
encore une fois, noyade devrait équivaloir automatiquement à hyperbare parce que c'est la seule chose qui a été prouvée depuis 38 ans à l'Université d'État de la Louisiane. C'est ce qui fonctionne le plus pour réparer le cerveau. Et si on peut le faire dans les 24 à 48 heures, une personne qui s'est noyée, règle générale, peut sortir sans aucune... avec 95 à 100 de ses facultés. C'est incroyable et c'est filmé depuis 38 ans à l'université, à la faculté de médecine. C'est pas des théories où quelqu'un qui joue du violon. Ils ont filmé les interventions auprès de centaines de gens. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a de super bonnes chambres hyperbares, puis qu'on ne les utilise pas pour des noyades, alors que c'est et les noyades et les commotions cérébrales qui... En très peu de temps, on peut renverser une condition pareille. C'est ça. Et là, ici... On est obligé de s'expatrier à l'étranger puis de vider, dilapider notre fonds de pension pour sauver la vie de notre enfant, alors qu'on a tous les équipements ici qui sont disponibles. C'est ça. Puis vous avez été chanceux parce que vous aviez un réseau qui vous a aidé à avoir tout ça aussi. C'est une succession de miracles. C'est ça, que d'autres parents n'ont pas nécessairement et qui peuvent être dans la même situation que vous autres. Est-ce que, là, rendu en Louisiane, je reviens en Louisiane, là, je sais que c'est là, mais on va en parler peut-être, on va s'arrêter puis on repart sur la Louisiane après? Avec grand plaisir. D'accord.